Mesdames et messieurs, merci de nous suivre depuis chez vous. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Les titres. Le Sénégal envoie 250 gendarmes, dont une dizaine de femmes au Congo. Objectif, participer à la stabilisation du pays pour une durée de 1 an. Le contingent vient de recevoir le drapeau national. Au Maroc, le principal allié des islamistes annonce son retrait du gouvernement. Raison invoquée par l'Istiklal, la mauvaise gestion de la vie socio-économique du pays par le gouvernement Ben-Kiran. Une décision qui ouvre la voie à des élections législatives anticipées ou à un simple remaniement du gouvernement. Avant de développer ces titres, fin hier au Tchad de la 16e conférence des chefs d'État et du gouvernement du SILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Cette rencontre de haut niveau a débouché sur d'importantes recommandations. Voyons tout cela avec nos confrères de la RTI 1. Le 10e sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel à SILS s'est déroulé en même temps que le sommet de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et celui de l'autorité du bassin du Niger. À ses côtés, le président tchadien Idriss Déby avait le président malien Diankouda Traoré et soudanais Omar al-Béchir et des chefs de gouvernement. On a beaucoup parlé du SILS. Les chefs d'État et de gouvernement se sont réjouis de l'accueil de 4 nouveaux membres, parmi eux la Côte d'Ivoire représentée à ce triple sommet de N'Djamena par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Nous avons adhéré il n'y a pas longtemps, c'est en 2012, et nous estimons que les problèmes abordés par le SILS sont des problèmes importants. La lutte contre la désertification, le problème de la sécurité alimentaire, qui sont des problèmes essentiels à notre sous-région. Et il faut faire en sorte qu'il y ait, disons, une action conjuguée, de manière à ce que notre région s'en sorte. Nous avons un de nos compatriotes qui a donc été retenu comme un des responsables et l'institution se trouve donc à Niamey. Dr Boafou Kwame Guy Marcel représentera les intérêts de la Côte d'Ivoire SILS, dont les nouveaux dirigeants ont été désignés à ce sommet. Depuis 1973, l'organisation a permis d'assurer une alerte précoce, de prévenir les crises alimentaires et d'identifier à temps les populations vulnérables et les zones à risque. Les chefs d'État et de gouvernement présents à N'Djamena ont donc encouragé un rapprochement entre le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel et la CEDEAO, ce qui permettra de mener à bien le projet prévention et gestion des crises alimentaires et catastrophes naturelles du programme régional d'investissement agricole. Je l'annonçais, un début de crise politique au Maroc. Elle pourrait déboucher sur un remaniement ministériel, voire sur des élections anticipées. L'Istiklal, principal allié des islamistes et deuxième force politique du royaume, annonce son retrait du gouvernement. Il explique ce retrait par, je cite, l'incapacité du gouvernement à gérer la situation sociale et économique du Maroc. L'Istiklal accuse aussi le premier ministre Abdelillah Ben-Kiran de monopoliser le pouvoir. Au Cameroun, la directrice du département Afrique du Fonds monétaire international a été reçue hier par le Premier ministre au nom du président Paul Biya. Antoinette Sayé est au Cameroun dans le cadre du lancement du prochain rapport du FMI sur les perspectives économiques et régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le compte rendu avec nos confrères de la CRTV Yaoundé. Pour sa toute première visite officielle en Afrique centrale, la directrice Afrique du Fonds monétaire international a choisi le Cameroun. Antoinette Sayé est venue y lancer le prochain rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. C'était ce samedi à Yaoundé. Reçue à l'immeuble Étoile par le Premier ministre au nom du chef de l'État, Madame Sayé a fait avec Philémon Yan la revue des performances économiques du Cameroun. Des performances qu'elle juge importantes dans la perspective de l'émergence du pays à l'horizon 2035. Toutefois, l'argentière de Bretton Woods encourage le gouvernement à faire un peu plus. Il y a un grand effort sur les infrastructures, mais pour être en position d'avoir l'impact souhaité de ces infrastructures,
On a besoin vraiment d'améliorer le climat pour les investissements. Il y a aussi la manière de faire des choses, les régulations, combien de temps ça prend pour avoir des décisions dont on a besoin pour avancer avec les investissements. Dans ce chantier laborieux, le Cameroun, rassure-t-elle, doit pouvoir compter sur le FMI, notamment en termes d'expertise dans la mise en place des réformes structurelles. Parlons à présent de mission de maintien de la paix avec des gendarmes sénégalais en partance pour le Congo. Il s'agit du 8e contingent sénégalais de gendarmerie qui vient de recevoir le drapeau national. Cette mission qui doit participer à la stabilisation du Congo est composée de 250 gendarmes, dont une dizaine de gendarmes femmes. Leur déploiement est prévu à partir du 15 mai pour 1 an. Au nom du haut commandant de la gendarmerie, je vous remets ce drapeau. Le regard traduit une certaine concentration, le drapeau national flottant au-dessus est respectueusement bien en place. La cérémonie est comme de coutume empreinte d'émotion dans une ambiance très solennelle. Fanfare, défilé, démonstration devant un parterre de gendarmes et de proches. Ce 8e contingent d'unités constituées de la gendarmerie est prêt à tout point de vue pour la mission des Nations Unies de stabilisation du Congo. Il est composé de 250 gendarmes, dont une dizaine de filles, tous appelés à se laisser guider dans leurs actions par un certain nombre de valeurs. Vous devrez adopter un comportement marqué par le sens de l'honneur, la discipline, la disponibilité, le courage et l'abnégation. Par respect des populations congolaises, vous interdirez toute attitude, toute parole ou tout geste déplacé, quelles que soient les situations et les personnes auxquelles vous vous trouverez confrontés. C'est très important à la veille du départ qu'un tel discours soit tenu devant le personnel, devant le drapeau, et devant les invités. Et ça devrait donc résonner dans nos oreilles en permanence tout notre séjour durant. Leur déploiement est prévu à partir du 15 mai pour une mission d'une durée d'1 an. Plus d'une centaine de blessés, une quarantaine de morts. La ville de Reyhanli, dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, a été endeuillée par une double explosion. Pour le gouvernement turc, il n'y a pas de doute, Damas est derrière ces attaques. Éclairés par des lampes torches, la mine grave, 4 ministres turcs avancent côte à côte. Ils sont venus témoigner leur solidarité après les attentats. Samedi à la mi-journée, les habitants de cette ville frontalière avec la Syrie sont secoués par une violente déflagration. Puis, une seconde dans l'une des rues les plus commerçantes de la ville. En cause, 2 véhicules bourrés d'explosifs. Bilan, au moins 43 morts et une centaine de blessés. Après ces attaques meurtrières, le gouvernement turc veut donc apparaître soudé et montrer qu'il prend l'affaire très au sérieux. Pas de revendication pour l'instant, mais ici on pointe clairement du doigt le voisin syrien. Nous avons établi que l'organisation et les assaillants ont des liens avec les services de renseignement syriens. Nous avons pu déterminer les numéros d'immatriculation des voitures et il est absolument certain que ces attaques n'ont rien à voir avec les réfugiés syriens. Devant l'ampleur du désastre, des habitants déboussolés, tous veulent que justice soit faite. Des jeunes enfants sont morts. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts. On ne comprend pas. Ce sont des civils qui ont été tués. La Turquie va réagir de manière vigoureuse car personne ne doit la faire sombrer dans le chaos. La Turquie est un pays puissant. Des habitants qui craignent aussi une extension du conflit syrien en territoire turc. Le pays qui soutient la rébellion chez son voisin fait office de base arrière pour les rebelles et accueille près de 400 000 réfugiés syriens, selon les autorités.
Les premiers résultats des élections législatives pakistanaises ne sont pas encore officiels, mais les premières estimations restent à penser que la Ligue musulmane de Nawaz Sharif les a remportées. Nawaz Sharif est donc en passe de redevenir Premier ministre. Il aurait récolté une centaine de sièges. Son portrait dans ce reportage. Scène de Lias Salahor. Nawaz Sharif revendique sa victoire et prépare déjà son retour au pouvoir. Les gens ont voté pour nous. Nous sommes le changement. Ils nous ont montré qu'ils nous faisaient confiance. Ils savent que nous avons changé le pays dans le passé. Nous l'avons fait. Nous l'avons montré au peuple de ce pays. Car Nawaz Sharif est un homme d'expérience. À 63 ans, le chef de la Ligue musulmane a été déjà Premier ministre 2 fois. 2 mandats marqués par une politique de libéralisme économique et de grands travaux. Il reste malgré tout conservateur sur les questions de société, notamment sur l'application de l'islam. Autre fait notable, l'arme nucléaire dont le Pakistan s'est doté en 1998 lors de son second mandat. L'année suivante, il est renversé par le général Pervez Musharraf. Un coup d'État qui le pousse à l'exil. Il revient au Pakistan en 2007 et s'affirme comme chef de l'opposition. Pour ces législatives, il a multiplié les discours et meetings partout dans le pays et s'est notamment illustré en prônant le dialogue face aux talibans. En ce qui concerne la confrontation avec les talibans, Nawaz Sharif a pour l'instant choisi une position très modérée. Mais au final, quand il sera au pouvoir, il va devoir faire face à la réalité. Et je pense qu'il devra probablement prendre le taureau par les cornes. Tenter de mettre fin à l'insurrection des talibans, un premier défi. Mais le nouveau gouvernement devra également redresser l'économie du pays, minée par une crise énergétique sans précédent. Demain, lundi, le mouvement des indignés va fêter ses 2 ans. Les indignés, c'est cette initiative partie d'Espagne, fortement mobilisée contre la finance internationale, les politiques de rigueur et le chômage de masse. Une manifestation est prévue aujourd'hui à Madrid pour marquer cet anniversaire. En mai 2011, un grand campement surgit sur la Puerta del Sol en plein Madrid. L'image rappelle celle de la place Tahrir. Elle fait le tour du monde. Les Espagnols, violemment touchés par la crise, veulent changer le système. Sous les tentes, nous avions rencontré Marta, une jeune diplômée au chômage. Elle gérait à l'époque le compte Twitter du mouvement, l'outil qui lui a permis d'éclore. Cela prouve que nous sommes des gens bien formés et intelligents qui pouvons faire beaucoup de choses. Mais bon, moi par exemple, je ne peux pas mettre sur mon CV que je gère le compte Twitter du mouvement. 2 ans plus tard, la situation des Espagnols ne cesse d'empirer. Le taux de chômage a grimpé à 27%. Plusieurs plans d'austérité ont coupé drastiquement les financements publics. Marta est toujours là ce week-end quand un groupe d'indignés proteste au musée de la Reina Sofia contre les coupes budgétaires dans la culture. Il y a une certaine fatigue. Nous souffrons beaucoup des agressions du gouvernement qui ne cesse de nous enlever des droits et de couper les budgets. C'est très difficile de se rendre compte des succès que le mouvement a remportés, car nous avons des moyens limités face à l'État et au système capitaliste. Le 15e aujourd'hui s'occupe de milliers de choses. Ces mouvements dénonçant l'austérité sont une sorte de réseau post-syndicaliste organisé de façon horizontale et sans leader. Ce week-end toujours, nous retrouvons les indignés lors d'une autre action contre les expulsions des familles surendettées. Une lutte prioritaire pour le mouvement et qui rencontre un fort écho dans la société espagnole. Nous réussissons à arrêter beaucoup d'expulsions. Les actions liées au logement sont celles qui ont le plus de succès. Les gens se mobilisent parce que nous obtenons des résultats grâce à nos actions. Rien que le robinet, trop, c'est le slogan des habitants en colère de 1008 logements, un quartier périphérique de Bamako au Mali. Ils s'insurgent contre la pénurie d'eau dans leur quartier et ont mis en place une commission de crise pour tenter de résoudre ce problème. Voilà, je vous propose à présent d'écouter le secrétaire général de la commission au micro de nos reporters Georges Atino Koulibaly et Seydou Nyari. On n'a pas de l'eau du tout. L'eau ne sort pas de nos robinets. Donc, la SOMAGEP avait envisagé d'envoyer des citernes pour nous ravitailler. Chaque fois que les citernes viennent, il y a des querelles autour.
Donc les femmes se battent, les enfants se battent. Donc on a jugé nécessaire de ne plus recevoir les citernes dans les milieux de logement. Donc nous avons approché les autorités pour qu'ils puissent nous donner l'eau dans les robinets. Donc ils nous ont fait savoir que vraiment ils sont dans l'impossibilité technique de nous donner de l'eau. Cela ne s'explique pas. Donc nous pensons que c'est de façon délibérée que les enfants souffrent. Les bidons sur des motos, dans les pousse-pousse, sur des têtes. Il y a certains même qui prennent dans leur voiture. Mais c'est une situation qui perdure, qui ne change pas. Donc il va falloir que l'État voie ses moyens pour nous approvisionner. Et nous tenons à le dire, nous ne voulons pas d'autres approvisionnements si ce n'est pas le robinet. Voilà qui referme cette édition. L'info continue sur le www.africabtelevision.com. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.